Les derniers grands projets qui sont projetés sont ceux qui sont peut-être trop grands, trop vastes pour se voir achever du vivant de Napoléon. Le premier d'entre eux, peut-être le plus emblématique de tous ceux qui auraient dû voir le jour, c'est l'Arc de Triomphe, qui complète la vision napoléonienne que l'on a depuis le cœur de Paris. Souvenez-vous, je vous avais dit que depuis le centre de la Concorde, vous voyez au nord et au sud se faire face, se répondre la façade du Palais Bourbon et celle de l'église de la Madeleine. Eh bien, du côté est, au-delà du palais des Tuileries, qui est le lieu de résidence de Napoléon, on imagine que se trouve l'arc de triomphe du Carrousel. Aujourd'hui, il est visible depuis la place de la Concorde, mais à l'époque, on ne pouvait que deviner sa présence au-delà du palais, mais surtout, dans l'axe suivant, dans l'axe ouest, on découvre ce gigantesque, le plus grand de tous les arcs de triomphe jamais réalisés, celle de la place de la Concorde, aujourd'hui Charles de Gaulle, vue depuis la Concorde, cette place qu'on finira par appeler de l'Étoile, et ce bâtiment qui commencera tout juste à sortir de terre pendant le règne de Napoléon, eh bien, est d'une certaine façon le couronnement de son règne. Couronnement puisqu'il est dédié aux armées de la Révolution et de l'Empire, comme dans une sorte de continuité, qu'il constitue un lieu qui surplombe tout l'ouest parisien, et un lieu dont les décors permettent à la fois de matérialiser, de rendre sensible, d'expliciter peut-être aussi le passage de la Révolution à l'Empire. Vous le voyez à travers les deux reliefs de ces piliers peut-être les plus emblématiques. À droite, le départ des volontaires en 1792, celui qu'on appelle la Marseillaise, signé de François Rude, avec ce génie qui est qui donne l'impulsion à ces troupes d'hommes, d'enfants, de volontaires pour défendre la patrie, une patrie qui semble, si on les regarde, être l'héritière des Gaulois depuis Vercingétorix, et puis à gauche, l'aboutissement de tout cet effort de guerre, de tous ces sacrifices de la population française, le triomphe, la gloire, grâce à l'image de Napoléon, couronnée par cette femme nue tenant la palme des martyrs, pendant que Paris, elle, couronnée d'un rempart, s'agenouille devant l'empereur qui étend sa main pour la protéger. Et c'est cette gloire que désormais le génie proclame au monde entier en soufflant dans sa trompe au-dessus de l'image de l'empereur. Et bien même si la mise en place de tout ce bâtiment, de ces reliefs prévus depuis l'Empire, ne s'est faite que plus tardivement, sous le règne de Louis-Philippe, on voit à quel point il y a là une sorte de résumé, d'aboutissement de la symbolique telle que Napoléon avait voulu l'inscrire dans les rues de Paris, dans cet urbanisme rénové. À l'autre extrémité de Paris, sur l'autre entrée historique de Paris, là où se dressait encore de sinistres mémoires à ce moment-là, la citadelle de la Bastille, il y a une autre grande place au-dessus de l'aboutissement du canal Saint-Martin, et il va longtemps chercher comment occuper d'un autre élément emblématique, une nouvelle fontaine, une de ces 15 fontaines dont je vous avais montré 3 exemples tout à l'heure, mais dont voilà un nouvel exemple tel qu'il est prévu, puisque cette fois l'eau, vous l'apercevez de loin, semble jaillir de la trompe de l'éléphant. C'était sans doute plus ici poétique que réaliste dans la réalisation finale. En tout cas, cette fontaine de l'éléphant, c'est un nouveau symbole. L'éléphant, d'une certaine façon, c'est aussi un rappel des campagnes d'Égypte. C'est un rappel de cet éléphant qui supportait un des obélisques de Rome réalisé par le Bernin. Assez dans les époques modernes. C'est aussi un des symboles
qu'on avait hésité à choisir pour caractériser l'empire napoléonien avant de passer à l'aigle impérial et puis parfois à l'abeille industrieuse qui rappelait les abeilles que l'on pensait avoir découvert dans le tombeau de Childéric, le père de Clovis, le premier de ces rois qui vont aboutir à la royauté française. Donc voilà comment on lance ce projet assez extraordinaire de fontaine de l'éléphant. Ce projet ne sera réalisé, et c'est là qu'on voit aussi les limites des promesses napoléoniennes qu'en bois et en toile. Lui qui, je le disais tout à l'heure, se moquait volontiers de ces rois qui avaient mis énormément d'argent pour faire une décoration de bois et de toile lors de fêtes temporaires plutôt que de construire en dur. Eh bien lui, pris souvent par le temps, va également projeter pour que les habitants de Paris puissent visualiser ces réalisations, eh bien faire projeter ces monuments temporaires avant les réalisations finales. Je le disais tout à l'heure, c'est aussi de bois et de toit qu'il avait recouvert Notre-Dame au moment du sacre. Et bien ici, ce provisoire va avoir une durée assez longue, puisque cet éléphant de toile, de plâtre également et de bois, va rester suffisamment en place, suffisamment longtemps en place après la chute de l'Empire pour que Victor Hugo s'en souvienne et décide d'y placer le logement de Gavroche, son gamin des rues de Paris. Et c'est aussi une sorte de continuité de rêve napoléonien qui, avant que l'on installe la colonne de la place de la Bastille, qui remplacera définitivement ce projet napoléonien, permet de faire la transition avec ce nouveau Paris du 19e siècle. Donc voilà les quelques éléments que Napoléon n'a pas eu le temps de réaliser et dont les vestiges pendant quelques années ont marqué l'arrêt en plein vol, assez brutal, des rêves napoléoniens et des rêves d'une capitale européenne qu'il avait lancée. Le dernier grand projet, là cette fois qui n'a même pas eu le temps d'être réalisé, c'est celui du palais du roi de Rome. À la suite de la naissance de son fils, il décide de rassembler tout ce que Paris compte d'administration, de lieux, de pouvoir, de ministères, dans un lieu unique sur la colline du Trocadéro. Il faut imaginer que vous êtes aujourd'hui sur cette colline de Chaillot et que le cœur de ce palais du roi de Rome, que vous voyez au cœur de la gravure ici, eh bien, est occupé par le musée, musée des monuments français, devenu cité de l'architecture, et vous avez la continuité jusqu'à l'emplacement dans le lointain de l'Arc de Triomphe, alors que en passant le pont au premier plan, vous arrivez sur le Champ de Mars et aujourd'hui en dessous de la Tour Eiffel. Ces projets pharaoniques étaient le point ultime, le point d'aboutissement de toute cette volonté de rénovation de Paris, de construction d'une capitale universelle.